Salut à toutes et à tous, de retour sur le plateau Salut à tous. du Climarathon. Je suis Jean Massier, le fondateur d'Acropolis. Clément Viktorovitch, co-présentateur de cette chose-là. Incroyable, initiateur de cette émission extraordinaire. On espère que vous passez un bon moment. Merci beaucoup à François et Magali pour ce petit instant de chat. Bonjour à vous, le chat. On est en compagnie d'un grand invité, cher Clément. On est en compagnie de Cyril Dion. Salut Cyril, comment tu vas? Ça va. C'est un plaisir, c'est un honneur même de te recevoir. Les grands mots tout de suite. Les gens t'ont découvert il y a quelques années parce que tu as co-réalisé le film Demain, qui est un succès. C'est plutôt une bonne chose que ce soit un succès, on va en parler. Et puis on t'entend depuis quelques mois, notamment autour de l'affaire du siècle, des mouvements On est prêt. C'est-à-dire que tu es très impliqué, me semble-t-il, en ce moment, au sein des mouvements citoyens qui sont en train de naître et de se structurer autour de la lutte pour l'urgence climatique. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure quand on en parlait avec toi juste à côté. Ça fait 10 ans, toi, que tu parles de climat, que tu parles de ces sujets et que tu milites. Ça fait bientôt 15, oui. Bientôt 15. Depuis fin 2006. Comment tu le racontes, ce parcours-là? T'as senti une évolution? C'est parti d'où Moi, j'ai fait une succession de rencontres dans ma vie qui m'ont amené à m'intéresser à la question. Ouais. Et particulièrement, j'ai rencontré Pierre Rabhi, donc fin 2006, quand on m'a proposé de créer un mouvement qui s'appelle Colibri, ouais, qui m'a obligé à creuser. Et fin 2006, ce sujet-là était loin encore des gens. Il venait d'y avoir le défi pour la Terre lancé par la fondation Nicolas Hulot qui avait mobilisé les gens autour d'éco-gestes, on va dire. Mais on ne parlait pas d'urgence climatique comme aujourd'hui dans les médias traditionnels à longueur de journée. Et les gens comme Pierre, qui parlaient par exemple de décroissance, étaient considérés comme des radicaux, un peu doudingues. Oh là là, la décroissance, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors qu'aujourd'hui, le sujet est en train d'arriver de façon beaucoup plus scientifiquement assis. Établi, oui, tout à fait. Il y a deux sujets dont on voulait principalement parler avec toi et qui correspondent un peu à ton parcours. Enfin, tu vas nous dire d'ailleurs si on a bien compris. Le premier, c'est de réfléchir ensemble à que peuvent faire les citoyens pour agir eux-mêmes. En quoi est-ce que leur action individuelle peut avoir un impact positif pour le climat? Et puis le deuxième sujet, dans un deuxième temps, c'est dans quelle mesure les citoyens peuvent faire irruption dans la politique et est-ce qu'ils ont les moyens de faire pression sur le pouvoir politique? Sur le premier temps, donc il y a quelques années, dans la foulée de ton engagement au sein du mouvement Colibri, tu as réalisé ce film Demain. Avec Mélanie Laurent, et ça a été une forme de prise de conscience. Ceux qui l'ont vu se sont rendus compte qu'on pouvait faire quelque chose. Et en fait, c'est la question que je te pose. Est-ce que nous, citoyens, on peut faire quelque chose? Évidemment, on peut tous participer à faire quelque chose. Il y a une étude là qui a été publiée par Carbone 4, je crois que c'était hier, qui essayait de quantifier justement l'impact que pouvaient avoir les gestes de tout un chacun et l'impact que pouvaient avoir des mesures gouvernementales. Et il montrait que c'était à peu près 50-50. Après, sur la moitié de ce qui concerne les gens, évidemment, ce que va faire le gouvernement aura un impact. C'est-à-dire que s'il y a des infrastructures qui permettent aux gens de prendre le train ou comme là on est à l'hôtel de ville, faire des pistes cyclables pour qu'on puisse faire du vélo de façon sécurisée dans une ville, évidemment, ça aide considérablement le fait que les uns et les autres puissent s'y mettre. Donc, c'est des vases communicants. Mais évidemment, enfin, je veux dire, théoriquement, c'est nous qui faisons société. C'est nous qui votons pour les gens qui sont au pouvoir. C'est nous qui achetons ou qui n'achetons pas les produits qui sont fabriqués par les entreprises. Donc, qui décidons, dans une certaine mesure, que l'économie doit s'orienter dans un sens ou dans un autre. Donc c'est absolument indispensable que chacun d'entre nous reprenne conscience de ce pouvoir. Et c'est une des choses qui s'est produite ces dernières décennies, c'est que cette société très libéraliste, très individualiste, nous a finalement cantonnés dans l'idée qu'on était une espèce d'atome un peu, d'électrons libres dans la société. Et que on ne faisait plus partie d'un ensemble dans lequel on pouvait s'inscrire de façon extrêmement déterminée et puissante. Des ensembles économiques, des ensembles politiques, des ensembles culturels. On reproche parfois aux militants écologistes d'être des décroissantistes, et le mot est utilisé péjorativement, d'être des millénaristes, de vouloir revenir à l'âge de pierre. Toi, le monde dans lequel toi t'aimerais vivre, le monde dans lequel t'aimerais que nos enfants vivent, à quoi il ressemble? Juste sur la première partie de cette affirmation, millénariste, décroissantiste, ou autre insulte en liste, je sais pas quoi. Moi, je suis pas... au départ, je suis pas décroissant. Ouais.
Au départ, moi, je nais dans un monde qui est la société de consommation, qui a plein de choses très agréables. Et on a tous envie potentiellement de continuer à vivre dans un monde où on pourrait voyager un peu comme on veut pour aller découvrir d'autres contrées, c'est formidable, où potentiellement on a pas mal de confort. Mais il se trouve qu'il y a quand même un moment où on est confronté à un certain nombre de faits qu'on est obligé de regarder. Là, je lisais dans le Guardian avant-hier un article où des scientifiques sont en train de se rendre compte que le permafrost est en train de fondre en Arctique. Le permafrost, c'est une couche de terre gelée 70 ans plus tôt que ce qu'on imaginait. Et d'autres scientifiques de l'ONU disent finalement, ça y est, on n'est plus capable de maîtriser la hausse de la température en Arctique. Ce qui veut dire que si ce permafrost fond, ça va libérer des quantités ahurissantes de gaz réchauffeurs, notamment du méthane, qui pourrait créer un emballement qui fait qu'on va aller tout droit vers 3, 4, 5 degrés. À 5 degrés, pour être très synthétique, il y a le directeur de l'Institut de recherche climatique de Potsdam qui dit qu'on pourrait être seulement 1 milliard sur cette planète. C'est pas un écologiste millénariste décroissantiste, je ne sais quoi. On est à peu près 7 milliards, donc ouais. effectivement, ce serait... ce serait une forme d'effondrement. Donc ça, on est quand même obligé de l'écouter. Et aujourd'hui, même des experts de l'ONU disent le capitalisme n'est pas capable, dans le temps qu'on a, c'est-à-dire, en gros, d'ici 2030, il faudrait qu'on ait radicalement réduit nos émissions de gaz à effet de serre, au moins de 50% à l'échelle de la planète. Il faudrait en gros qu'on émette chacun 2 tonnes de carbone par personne et par an. Aujourd'hui, un Français en est à 11. 7 directement et 4 indirectement à travers ce qu'on achète. 11. Ça veut dire qu'il faut réduire quasiment par 6 nos émissions de carbone, donc tout ce qui va avec. Les déplacements, la consommation, tout ce qu'on achète, ce qu'on mange, c'est-à-dire la viande qui demande de couper les forêts. Ça, c'est pas, encore une fois, des élucubrations d'illuminés. Ce sont des faits qui sont élaborés par des scientifiques. Donc face à ce constat-là, on est bien obligé de dire, les gars, on n'est pas content. Moi, je suis le premier à pas être content, mais on va être obligé de transformer notre société. Mais en même temps, tu vois, il y a un décalage qui est extrêmement intéressant. C'est pas forcément un décalage, ça peut être une conséquence aussi, mais entre ce discours effectivement qui est alarmiste dans le bon sens du terme, et ce que tu disais dans le film Demain, ce que tu montres, c'est-à-dire qu'il est possible de changer les choses. Parce qu'à t'entendre, on a l'impression que le gap est impossible, que le permafrost va fondre, que c'est foutu. Il y en a plusieurs dans le chat depuis tout à l'heure qui disent on va tous crever en fait. Très honnêtement, et je suis le premier à me battre, tu vois là je reviens d'Aix-la-Chapelle, on était 40 000 avec principalement des lycéens, des jeunes, à faire une grève massive pour le climat, on était des représentants de 18 pays, parallèlement à ça il y a des militants qui allaient occuper des mines de charbon, moi je me bagarre, je monte des solutions, je passe mon temps à faire ça, on a dépassé des seuils. On a dépassé des seuils. Et donc, quoi qu'il arrive, on va vers des chocs. Okay. On y va. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut quand même qu'on soit capable de regarder la réalité en face. C'est pas oh là là, c'est alarmiste, c'est alarmiste, je veux pas absolument pas voir ce qu'on me raconte. Il faut quand même qu'on soit capable de regarder ce qui se produit et en regardant ce qui se produit, de pouvoir ajuster notre action. Et ensuite, effectivement, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on en reste là, c'est tellement écrasant, c'est tellement effrayant, c'est tellement angoissant qu'on est obligé de passer dans des mécaniques de déni. C'est-à-dire que c'est un philosophe australien qui s'appelle Clive Hamilton qui dit on est tous un peu climato-sceptiques. Parce que la charge émotionnelle de ce qu'on raconte là est tellement dure que si on pense à ça toute la journée, on devient dingo. Et effectivement, on peut basculer dans l'idée de on va tous mourir, on va tous mourir. Mais en fait, breaking news, on va tous mourir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, nous allons mourir. On ne sait pas si c'est dans 20 ans ou dans... moi j'ai 40 ans, admettons dans 50 ou 55 ans. Mais quoi qu'il arrive, on va mourir. Les êtres humains naissent, vivent et meurent. Là, ce à quoi on est confronté, c'est que notre civilisation, ce qu'on a construit, potentiellement, pourrait, comme tous les cycles, arriver à un cycle de fin. Ce qui veut dire qu'on a besoin de construire une autre civilisation. Elle ressemblerait à quoi ? Et le faire le plus rapidement possible. Et cette civilisation, idéalement, c'est une civilisation qui accepterait l'idée qu'on fait partie de la nature. Et donc qui accepterait de vivre en bonne intelligence avec la nature. Et qui conditionnerait tous ces fonctionnements économiques, sociaux, politiques, à cette donnée-là. Donc par exemple, on ne peut pas épuiser les ressources plus vite qu'elles ne sont capables de se régénérer. Donc c'est une société qui va
être plus une société de l'avoir qu'une société, une société plus de l'être, qu'une société de l'avoir. Aujourd'hui, on est conditionné par le fait qu'il faut qu'on possède, qu'on achète, qu'on fasse marcher la croissance, qu'on aille détruire des ressources naturelles pour fabriquer des objets. Ben là, la bonne nouvelle, c'est que ce serait un monde où on serait plus juste des producteurs-consommateurs, mais on serait des êtres humains. Il y a des recherches passionnantes aujourd'hui, passionnantes même sur le sens de nos sociétés. Un anthropologue qui s'appelle James Scott a sorti un bouquin qui s'appelle Homo Domesticus, où il interroge justement la rupture qu'il y a eu entre les chasseurs-cueilleurs et l'émergence de la civilisation avec les villes, etc. Et en disant finalement, à partir du moment où on a eu des villes centralisées avec des États, il a fallu des esclaves, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui font tourner le système et donc qui travaillent longtemps, chaque jour, de façon assez pénible pour pouvoir produire de la richesse, pour pouvoir constituer des armées, pour pouvoir faire fonctionner une administration. Alors que les chasseurs-cueilleurs, en majorité, ils travaillaient 2-3 heures par jour pour la collectivité et le reste du temps, c'est la sieste, ils jouaient, ils se baladaient, ils vivaient dans la nature, je sais pas, ils méditaient, ils regardaient le ciel. Alors évidemment, ils n'avaient pas le confort moderne dont on parle aujourd'hui. Mais ça veut dire, je donne un exemple assez simple. Par exemple, si on se dit, admettons qu'on crée une sorte de revenu universel. On se dit, on découple le travail et le revenu. Parce qu'on considère qu'on produit tellement de richesses aujourd'hui sur la planète qu'on est capable de la distribuer de façon différente à chacun. Si chacun a la possibilité de survivre grâce à ce revenu universel, ça va lui permettre de choisir son activité professionnelle, au lieu de la subir, au lieu d'être un pistolet sur la tempe avec le fait qu'il faut gagner de l'argent tous les jours. Il y a des métiers que des gens n'auront plus envie de faire. Par exemple, est-ce qu'il y aura encore des gens qui ont envie d'être éboueurs ? Ben, peut-être pas, parce que c'est pas très drôle comme métier. Et qu'est-ce que ça veut dire pour une société ? Ça veut dire que chacun d'entre nous va devoir gérer ses déchets d'une autre façon. Donc, idéalement, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on soit dans une société où il y ait beaucoup moins de déchets, qu'on les produise pas en amont. Ça veut dire que ça change complètement notre industrie. C'est-à-dire quand on fabrique des produits, on les fabrique pour qu'ils ne deviennent pas des déchets, ou le moins possible. Ça veut dire que quand on crée des déchets, il faut que ces déchets soient un maximum compostables. Je disais tout à l'heure, il faudrait que ce soit une société qui ressemble à la nature. Dans une forêt, il n'y a pas de déchets, il n'y a que des ressources. Il n'y a que des choses qui redeviennent des ressources et qui se transforment. Aujourd'hui, tu as évolué effectivement de celui celui qui tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, tu es de plus en plus militant, engagé. Je dis ça parce qu'on t'a vu t'engager pour la création d'un lobby citoyen avec Priscilla Ludowski et les Gilets jaunes. T'as changé ton rapport à ce combat-là. Maintenant, tu t'es un peu politisé plus qu'avant ou pas ? C'est pas que je me suis politisé, c'est que la situation a évolué. C'est que plus le temps passe et plus l'urgence est là, moins on a de temps. Donc moins on a de temps, plus on se mobilise. Et plus on est obligé de se mobiliser de façon déterminée et radicale au bon sens du terme. C'est-à-dire radical, c'est revenir... Alors ça veut dire quoi selon toi, une action radicale ? Parce que tu es très engagé sur l'action citoyenne justement. Un lobby citoyen, ça veut dire quoi pour toi ? Quand on dit radical, c'est revenir à la racine. Et ce qu'on dit, c'est que la racine de notre modèle économique aujourd'hui ne fonctionne pas. Et donc on a besoin de revenir à la racine de ça et d'inventer autre chose. C'est-à-dire qu'un système économique qui veut constamment avoir de la croissance et qui est de la croissance matérielle, qui passe par, encore une fois, des activités extractivistes, c'est-à-dire aller chercher des ressources naturelles qu'on va détruire pour produire de la valeur, des objets qui ensuite vont devenir des déchets, ça on peut plus le faire. Et les tentatives de dire on va découpler ça, c'est-à-dire on va découpler la croissance et le matériel. Là aussi, des scientifiques se sont posé la question dernièrement en montrant que c'est pas possible. On peut pas continuer à avoir autant de croissance sans continuer à détruire des ressources. Or, on a déjà, a priori, dépassé le seuil de capital naturel qu'on est capable d'utiliser. Alors du coup, Cyril, en fait, le discours que tu as là, c'est un discours qu'on entend beaucoup, que moi, à titre personnel, je partage. Et en même temps, il me confronte aussi à une forme d'angoisse, parce que c'est des phrases qui commencent toutes par « il faut, on doit, on ne peut plus, on ne peut plus ». Alors, la question suivante, c'est concrètement... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Pas « il faut », qu'est-ce qu'on fait ? Chacun d'entre nous peut, à son échelle, réduire ses émissions de carbone. C'est le jeu auquel on a besoin d'arriver à jouer. Donc ça passe par utiliser le moins possible des transports qui émettent du carbone.
Donc le moins possible prendre l'avion, le moins possible prendre sa voiture, le plus possible faire du vélo, le plus possible marcher, le plus possible prendre le train. On le sait tout ça normalement. Hein. C'est ce qui est assez dingue, c'est qu'on soit encore obligé de le dire. Non mais c'est vrai. Non mais, c'est pas faux. Moi ça fait 15 ans que je dis ça, donc alors qu'est-ce qu'on peut faire? Manger beaucoup moins de viande, beaucoup moins. Allez voir l'étude encore une fois de Carbone 4, c'est hyper intéressant. Les deux postes les plus importants, c'est ça, c'est le transport et puis l'alimentation. Aller vers un régime de plus en plus végétal, ça c'est un truc qui a un impact énorme, parce que plus on mange de viande, plus on est obligé de couper de forêts, donc c'est des stocks de carbone qui peuvent plus être absorbés par ces forêts, et puis potentiellement ça rend les sols de moins en moins fertiles. Bon, on peut acheter moins, quoi. Acheter beaucoup moins de choses, parce que à chaque fois qu'on achète, là aussi c'est des ressources, donc essayer de vivre plus simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que vivre plus simplement, ça réduit notre dépendance à l'argent, donc ça réduit aussi le fait qu'on est obligé d'aller faire un travail qui n'a pas forcément de sens pour nous. Et ce qui m'amène au truc qui pour moi est presque le plus important, c'est de se dire, dans quoi est-ce que je mets mon énergie à longueur de journée? Parce que c'est pas que les petits gestes, c'est le cœur de notre activité professionnelle qui est importante. C'est la blague que je fais tout le temps en disant, sinon, le truc c'est un peu, je travaille chez Monsanto mais j'y vais en vélo, quoi. C'est-à-dire toute la journée je travaille chez Monsanto, je fous le feu, et puis le soir, le week-end, j'essaye d'éteindre un peu le feu en mangeant moins de viande et en prenant mon vélo. Donc ça s'appelle être un pompier pyromane. Donc choisir, essayer dans la mesure du possible, de choisir une activité professionnelle à la fois qui est en accord avec nos valeurs, qui est quelque chose qu'on aime, qui donne du sens à notre vie, qui nous donne envie de nous lever chaque matin, qui nous permet d'exprimer nos talents, et qui potentiellement participe à construire un monde dans lequel on aurait vraiment envie d'habiter nous. Ça, pour moi, c'est le début de la révolution. Parce que les gens aujourd'hui sont coincés là-dedans. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure qu'on avait une espèce de chantage au salaire, c'est qu'on est coincé dans l'idée qu'il faut qu'on gagne de l'argent pour pouvoir survivre, et pour gagner de l'argent, il faut qu'on trouve un boulot, et puis comme il n'y a pas du boulot pour tout le monde, il faut qu'on prenne le premier truc qu'on nous propose, et ce truc-là, peut-être, il n'est absolument pas conforme à ce qu'on aimerait faire. Beaucoup de débats sur le chat sur ce que tu dis, effectivement, ça fait réagir et tant mieux. Il y a aussi des questions qui se posent sur, ok d'accord, tout à chacun, on peut agir à notre échelle, mais il y a aussi quand même les gouvernants, les entreprises. Je réponds à la question que vous me posez. Hein. Non, mais tu as bien raison, mais du coup c'est justement pour ma question suivante, et à l'échelle du dessus, so what? Faut-il une démocratie plus directe? Est-ce qu'on doit changer nos modèles démocratiques? Est-ce qu'on doit changer nos modèles économiques? Tu as parlé de capitalisme tout à l'heure. Ok, enfin voilà. Les deux actions sont indissociables, c'est fondamental. Aujourd'hui, c'est notre modèle économique qui nous emmène vers ça. Donc on a besoin de sortir du capitalisme. On a besoin d'inventer une économie post-capitaliste, Ça veut dire quoi, sortir du capitalisme? En fait, tu vois, chaque année, l'ONU fait un rapport soutenabilité. Pour leur rapport soutenabilité 2019, ils ont mandaté un certain nombre de chercheurs sur un certain nombre de sujets, la biodiversité, etc. Là, ils ont mandaté un cabinet finlandais sur la question, est-ce que le capitalisme pourrait nous permettre d'agir face au réchauffement climatique dans le temps qu'on a? Ce cabinet, donc qui ne sont pas des écolos chevelus, ont répondu non, parce que le capitalisme, aujourd'hui, et particulièrement le capitalisme financiarisé, cherche du rendement économique, du profit à court terme, et à créer de la croissance économique. Or, ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, c'est-à-dire arrêter de couper les forêts, arrêter de prendre tout ce qu'il y a dans les océans de façon indéterminée pour, avec la pêche industrielle, tuer 150 milliards d'animaux pour nous nourrir. Arrêter de faire ça, c'est pas directement rentable. C'est pas rentable d'arrêter de couper les forêts, c'est pas rentable d'arrêter de pêcher les poissons, c'est pas rentable d'arrêter de construire des autoroutes, c'est pas rentable d'arrêter de construire des aéroports. Donc c'est pour ça que dans le modèle économique actuel, il y a un truc qui fonctionne pas, et il y a une espèce de schizophrénie. C'est Trudeau qui dit je déclare l'urgence climatique et puis en même temps j'autorise l'extension d'un énorme pipeline qui va faire qu'on va extraire encore plus de pétrole. Mais non, ça peut pas marcher. Donc pour changer de modèle économique, on a besoin que des politiques s'engagent à le faire. Et aujourd'hui, les politiques sont complètement coincés dans ce système. Ce qui veut dire qu'on a besoin de changer de leader politique ou de tordre le bras des responsables politiques actuels. Donc c'est ce que je disais, c'est multiplier la pression politique, la pression médiatique,
faire en sorte de monopoliser la conversation. Ce qui s'est passé depuis 1 an est intéressant. Ouais. Le fait que les jeunes aient été dans la rue, que le mouvement climat ait été dans la rue, que la désobéissance civile s'organise, ça fait en sorte que les Français aujourd'hui se disent c'est une de nos préoccupations numéro 1, donc on veut voter pour des gens qui s'occupent de ce sujet-là. À propos de politique, tu as rencontré Emmanuel Macron, tu es allé le voir avec Marion Cotillard en l'occurrence pour lui parler de ce sujet-là. Tu lui as dit quoi et qu'est-ce que lui a répondu? Est-ce que tu sens qu'il y a une oreille à ce que tu dis? Je lui ai dit ce qu'on est en train de se dire là. Je lui ai fait part des études qui disent qu'on va vers plus 5 degrés, du fait qu'on a besoin de sortir du capitalisme, et je lui ai donné l'étude dont je vous ai parlé, du fait qu'on a besoin de prendre des mesures radicales, et que ces mesures radicales, a priori, elles sont potentiellement impopulaires. Je lui ai montré un rapport qui a été fait par un cabinet qui s'appelle BL Evolution, qui explique qu'on aurait besoin, idéalement, pour rester en dessous d'1,5 degré, d'avoir 50% de véhicules en moins en circulation, de prendre très rarement l'avion, de passer de 90 kilos à 25 kilos de viande par an. Et je dis, si vous faites ça, il y a de fortes chances que demain, vous ayez la moitié de la France dans la rue. Parce que ça touche à des choses qui, aujourd'hui, sont considérées par une majorité de personnes comme des libertés individuelles. Exactement. C'est-à-dire, c'est ma liberté de pouvoir prendre l'avion quand je veux, pour aller où je veux. Il faut expliquer aux gens qu'on doit faire le deuil d'une partie de nos libertés. C'est ça ce que tu es en train de nous dire? Non, en fait, on doit expliquer aux gens que c'est pas forcément une liberté. C'est-à-dire que c'est comme si on disait rouler à 150 dans le centre de Paris, c'est ma liberté. Certains diraient oui. Hein. Oui, absolument. Mais sauf que c'est le truc de la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ma liberté met en danger les autres, on est obligé de créer des règles en commun qui font que il y a le moins de personnes possibles qui vont en pâtir. Et là, si on se dit le réchauffement climatique, potentiellement à la fin du siècle, ça nous amène à un effondrement démographique, et on a une bonne partie des gens sur cette planète qui meurent, on est bien obligé de se donner des règles en commun pour éviter que ça se produise. C'est ça qui se passe. Donc, je lui ai dit, je pense qu'on n'y arrivera pas par la contrainte, justement, par imposer aux gens de plus prendre l'avion, qu'on a besoin de le faire avec des modalités démocratiques différentes. Donc je lui ai proposé d'organiser ce qui a très bien marché en Irlande, par exemple, sur la question de la réforme de la Constitution pour autoriser le mariage pour tous et le droit à l'avortement, une assemblée de citoyens tirés au sort qui vont travailler pendant 6 mois avec des mécanismes de démocratie délibérative. Donc il faut que ce soit des gens qui soient représentatifs de toutes les catégories de la population pour avoir le plus de points de vue possible de la population, qui vont délibérer en étant alimentés par des experts qui vont leur expliquer les tenants et les aboutissants de la situation. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec le climat, qu'est-ce qui se passe avec les solutions qu'on connaît déjà aujourd'hui, comment on pourrait faire, qui puissent délibérer, c'est-à-dire parler les uns avec les autres et éventuellement être amenés à évoluer dans leur point de vue, et que cette délibération, elle soit publique. C'est-à-dire qu'il se passe exactement la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on puisse la suivre en live pour que tout le monde puisse se poser les mêmes questions, puisse commencer à délibérer aussi chez soi, en parler en famille, en parler là où on travaille, et qu'ensuite, cette assemblée citoyenne puisse formuler des propositions qui soient soumises à référendum, pour qu'on décide tous ensemble. Parce que si on n'arrive pas à faire ça, si on n'arrive pas à décider tous ensemble, de façon démocratique, et que la situation continue à empirer, ce qui nous pend au nez, effectivement, c'est d'aller vers des régimes autoritaires qui imposeront des choses dans un climat social très tendu. Et ça, personne n'a envie qu'on arrive à ça. Une dernière question, c'est ça ? Dernière question, ouais. Très, très courte. Alors moi, ce que tu dis est du miel à mes oreilles. Moi, j'ai travaillé sur la démocratie délibérative et je suis très heureux de t'entendre plaider pour ça aussi. Et a priori, ça va se faire. Alors, c'était ma question. Ça va se faire ? Il l'a annoncé dans la conférence de presse. Il l'a annoncé. On travaille avec un collectif qui s'appelle Démocratie Ouverte et un collectif qu'on avait créé qui s'appelait les Gilets Citoyens, pour pousser cette idée et faire en sorte que la mise en œuvre soit la plus proche possible de ce qu'on a proposé. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est-à-dire que on risque d'aller vers quelque chose qui s'approche de très près de ce que je viens de décrire, et j'espère que ça va marcher. C'est-à-dire que moi, je suis assez critique de plein de choses que fait ce gouvernement, mais je me dis, on n'a pas le temps d'attendre. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas le temps d'attendre 3 ans. En 3 ans, la situation climatique... Et si ce truc marche, et si on se rend compte que, justement, c'est par plus de démocratie qu'on peut s'en sortir, moi, j'ai aussi l'espoir que cet exemple-là pourra inspirer d'autres pays du monde pour le faire, et que ça lancera un mouvement.
Moi, j'ai un ami qui disait, qui s'appelle Jean-François Noubel, qui disait il y a quelques années, finalement, le plus grand défi de l'humanité au XXIe siècle, c'est pas le changement climatique, c'est pas la disparition des espèces, c'est pas la crise migratoire, c'est notre capacité à construire des organisations qui seront capables de répondre à tous ces problèmes. Donc, d'une certaine manière, le plus grand défi du XXIe siècle, c'est l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, dans un pays ou dans un supra-pays comme l'Europe, c'est la démocratie. Exactement. Et Merci. évidemment, je réponds donc à ceux qui nous demandent si Acropolis, on sera au rendez-vous. Évidemment, on fait partie du collectif Démocratie Ouverte et on est dans les starting blocks pour diffuser cette assemblée citoyenne. Mais ça dépend pas que de nous. Donc oui, on va y travailler. Merci beaucoup, Cyril Dion, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Évidemment, vous bougez pas. On est toujours dans le Climarathon. On va se diffuser une petite vidéo et vous trouvez la table ronde suivante juste après. À tout à l'heure.